Alors, bonjour tout le monde. Bonjour. Dans ce magnifique cadre, très sympathique. La conférence que je vais vous présenter s'intitule « Accompagner les chats diabétiques et leurs maîtres ». Donc, c'est une conférence sur le diabète du chat, le diabète félin, et puis surtout sur comment on le traite et en tant que maître de chat diabétique, ce qui est mon cas, de quel accompagnement on peut bénéficier. Et il y a des bouts, vous allez voir, qui sont assez techniques, mais je ne vous les montre pas forcément pour que vous reteniez absolument tout, mais pour que vous ayez un peu une idée de ce qui se fait, de ce qui existe, de ce qu'on peut faire. Alors, non, quelques petits objectifs, je me suis dit, voilà, je prépare une conférence, c'est quoi le but, hein? Donc, de pouvoir accompagner judicieusement le maître d'un chat diabétique après le diagnostic. Alors ça s'adresse plutôt à des ASV, voire des vétérinaires ou des personnes qui encadrent, par exemple dans les associations ou dans les pensions, hein, qui ont des contacts qui sont des maîtres de chats diabétiques. Comment on fait pour mettre en place un suivi de glycémie à domicile ou un capteur de glycémie en continu? Donc ça, je vais vous montrer ce que c'est assez innovant. Connaître les différentes insulines, je vais vous parler des différentes insulines, des différentes méthodes qu'on a pour suivre et gérer un diabète. Comment on fait pour optimiser le suivi, hein, parce que traiter c'est une chose, mais traiter bien ou le mieux possible c'en est une autre. Et puis, comment on fait en cas d'urgence, ce que c'est les urgences quand on a un chat diabétique et puis comment on réagit. Alors, pour vous parler de tout ça, je me base en fait sur deux choses. La première, c'est des publications scientifiques récentes, donc soit des publications de consensus vétérinaire. Donc il y a des organismes comme l'ISFM ou l'AHA aux États-Unis qui publient des papiers qui sont des consensus de spécialistes sur un sujet. Et ils disent voilà, qu'est-ce que c'est les bonnes pratiques, qu'est-ce qu'on recommande. Donc on a des papiers assez récents concernant le diabète là-dessus. On a aussi des articles, enfin voilà, j'aime bien mettre mon nez un peu dans la littérature scientifique. Hein. Et puis, d'autre part, ce qu'on appelle les communautés de patients sur Internet, c'est-à-dire des groupes, des forums, donc ça peut être des groupes Facebook ou des forums sur Internet, de gens qui ont le même problème médical ou qui ont le même problème médical avec leur chat et qui se retrouvent pour s'entraider. Et je vous en reparlerai après, mais il y a donc 3 groupes de patients principaux sur lesquels je base ce que je vais vous raconter. Le premier, c'est le DKF, donc ça c'est un groupe de diabète félin allemand, qui a été très actif, entre autres dans le développement d'un protocole avec une insuline dont je vous parlerai après. Ensuite, FDMB, ça c'est un groupe de patients américains qui existe depuis 1993 sur Internet pour aider les maîtres de chats diabétiques. Et puis, Diabète Félin, finalement, qui est un groupe Facebook que j'ai créé parce que... pour la petite histoire, voilà, moi je suis anglophone aussi, donc j'ai appris beaucoup de choses sur FDMB quand mon chat était diabétique. Je me suis dit, allons voir chez les francophones ce qui se passe. J'y suis allée, j'ai pas forcément été très bien reçue partout. Et puis du coup, je dis, bon alors ok, on va créer un groupe. Et on a à peu près 500 personnes maintenant dans ce groupe qui existe depuis un peu plus d'1 année et demie. Voilà, donc tout ça confondu, ça fait beaucoup de chats diabétiques. Alors... quand on reçoit un diagnostic et qu'on vous dit « votre chat il est diabétique », pour beaucoup de gens, c'est le ciel qui leur tombe sur la tête. Parce qu'on leur dit « il va falloir faire des injections ». Alors déjà, oh mon Dieu, j'ai jamais fait une injection de ma vie. Hein. Beaucoup de gens n'ont jamais fait d'injection de leur vie. Donc, il va falloir faire des injections. J'ai peur que mon chat il meure. Hein, parce que c'est quand même une maladie grave. Puis on se dit, déjà, les humains diabétiques, on sait que c'est plein de contraintes. Donc on se dit, mon Dieu, un chat, comment on va faire ça Est-ce que je vais pouvoir partir en vacances? Comment je vais faire 2 injections par jour? Je travaille. Enfin voilà, c'est très très angoissant comme diagnostic. Et aussi la question, est-ce que je m'acharne? Est-ce que faire des injections à un chat c'est cruel? Il y a souvent l'entourage qui s'y met en disant mon Dieu, mais tu ne trouves pas que tu t'acharnes à faire des injections à ton chat? Tu ferais mieux de décider que c'est la fin. Enfin voilà. Donc la situation lors d'un diagnostic pour un maître de chat diabétique, elle est très très difficile. Alors, un petit mot quand même sur ce que c'est le diabète. Il y a quelqu'un qui arrive. Entrez seulement, installez-vous. Désolée. Il n'y a pas de souci. Il y a la place. Il y a même des chaises. Voilà. Faites attention avec le trépied. Comme on est en train de filmer. Merci, désolée. Pas de souci. Vous n'avez pas raté grand-chose. Donc, un petit mot déjà sur le diabète, ce que c'est. En très résumé, le diabète, c'est
on va dire, il manque une hormone qui s'appelle l'insuline. L'insuline, ce qu'elle sert à faire, c'est qu'elle sert à prendre le sucre qui est dans le sang et à le mettre dans les cellules, pour que les cellules, le sucre c'est leur carburant, hein, pour que les cellules elles puissent faire leurs choses. Donc, quand vous avez un problème de diabète, vous n'avez pas assez d'insuline. Donc, le sucre, il ne va pas dans les cellules, il reste dans le sang, et puis on se retrouve en train de nager dans le sucre. On peut se retrouver diabétique parce que l'organe qui produit l'insuline, il marche plus bien. Ça, c'est le pancréas. Il produit l'insuline. Et puis, quand le pancréas, il est malade ou pas en forme et qu'il produit pas assez d'insuline, on a un diabète. Donc, dans le cas du chat, on a diverses choses qui gravitent autour du diabète. Alors, je vous ai parlé un peu du pancréas et son rôle là-dedans. On a des fois des diabètes qui viennent suite à un traitement à la cortisone. On a des fois des diabètes qui viennent associés à d'autres maladies, comme une maladie peu diagnostiquée chez le chat, mais probablement sous-diagnostiquée, c'est l'acromégalie. C'est une maladie qui fait qu'on devient grand. Donc les géants, ça existe chez les humains aussi. Hein, donc quand on souffre d'acromégalie, en fait, ça fait que l'insuline, elle marche moins bien, et puis on peut se retrouver à avoir un diabète. Et la cause numéro 1 du diabète félin, c'est l'obésité. Donc il y a beaucoup de chats domestiques qui sont en surpoids et ça amène assez facilement un diabète. Enfin, assez facilement, c'est relatif, hein. Mais si on regarde tous les chats diabétiques qui arrivent sur le groupe diabète félin, il y en a beaucoup, c'est parce qu'ils sont en surpoids. Et puis, alors, 2 termes un peu techniques que je vais introduire maintenant, c'est insulinorésistance et glucotoxicité. Alors, je sais que ça a l'air un peu barbare comme ça. L'insulinorésistance, c'est simplement une autre façon de dire que l'insuline, elle est là, mais elle n'arrive pas à faire son boulot. Donc, il y a de l'insuline, mais elle n'arrive pas à faire son job de prendre le sucre et puis le mettre dans les cellules. Voilà, ça c'est ça l'insulinorésistance. Et souvent, chez le chat, c'est ça qui se passe. Si le chat il est en surpoids, ça fait que l'insuline, elle fait moins bien son boulot, puis le pancréas derrière, il se fatigue, et puis tout part en couille. Voilà. Et la glucotoxicité, c'est le phénomène qui se passe quand vous avez trop de sucre dans le sang, donc quand vous avez un chat diabétique, il nage dans le sucre, et puis le fait qu'il y ait du sucre partout dans le chat, ça fait que ça attaque le pancréas, et puis le pancréas, il arrive encore moins bien à faire son boulot, qui est de produire de l'insuline. Donc, cercle vicieux. Voilà. Donc, je ne vais pas rentrer trop dans le détail de ces choses, mais juste que vous sachiez que c'est là et que ça existe. Alors, quand on parle de la prise en charge du diabète chez le chat, je pense qu'il y a 2 questions hyper importantes à se poser. La première, c'est quoi nos objectifs ? Qu'est-ce qu'on vise ? Est-ce qu'on vise juste d'avoir un chat qui va un peu mieux ? Ou est-ce qu'on vise d'avoir un chat qui un jour n'a plus besoin d'insuline ? C'est des objectifs qui ne sont pas les mêmes. Et puis, qu'est-ce qu'on a comme moyen à disposition ? Alors, les objectifs de prise en charge, traditionnellement, on va avoir un premier objectif qui est de contrôler les symptômes. Un chat qui est diabétique, il boit beaucoup, parce que comme il est plein de sucre, il boit beaucoup pour diluer, je schématise, mais il boit beaucoup, il pisse beaucoup. C'est souvent ça que remarque le maître de chat diabétique, c'est « mon chat, il n'arrête pas de pisser, je dois changer la litière tous les 2 jours, c'est la catastrophe, avant elle tenait 1 semaine ». Donc, ça, c'est un symptôme. Le chat diabétique, il mange beaucoup, puis il perd du poids. Et puis, des fois, il a ce qu'on appelle une neuropathie diabétique, c'est-à-dire qu'il a les pattes arrière qui commencent à flancher et puis il ne contrôle plus bien ses pattes arrière. Donc, un premier objectif d'une prise en charge du diabète félin, ça peut être de faire en sorte que le chat, il boive pas comme un trou, qu'il mange pas comme s'il était en train de mourir de faim, et puis qu'il ait peut-être plus ou moins de symptômes de neuropathie. Ensuite, un autre objectif qu'on pourrait viser, c'est que sa glycémie, donc le taux de sucre dans son sang, soit normal plutôt que élevé. Ça pourrait être un autre objectif. Parce qu'on peut contrôler les symptômes sans pour autant que la glycémie, elle revienne à la normale. On peut aussi avoir comme objectif de réduire les risques liés au diabète. Il y en a 2 principaux. Le premier, c'est l'hypoglycémie. Ça, c'est parce que quand vous donnez de l'insuline à un chat, l'insuline, elle est bête, elle est dans le chat, elle trouve du sucre, elle l'utilise. Donc, si vous mettez trop d'insuline, ça finit pas très bien. Et puis, l'autre risque, c'est l'acidocétose. Donc, c'est ce qui se passe quand le chat diabétique, il n'est pas traité ou pas assez bien traité. Et là, son métabolisme va pas bien du tout.
et puis il finit par produire des corps cétoniques qui sont produits de la métabolisation, si je ne me trompe pas, des graisses. Par le foie. Voilà, merci. Et ça ne se passe pas bien non plus. Donc, un autre objectif de prise en charge, c'est de garder le chat en vie et qu'il n'ait ni le problème de trop d'insuline, ni le problème de pas assez d'insuline. Et puis, un autre objectif, ça pourrait être la rémission, c'est-à-dire plus besoin d'insuline. Ça, c'est quelque chose qui arrive chez les chats. Donc, chez les humains diabétiques, a priori, ce n'est pas un but qui est possible. Mais chez le chat, c'est un peu le champion de la réparation et de la régénération. Chez le chat, on peut raisonnablement, quand un chat vient d'être diagnostiqué, suivant les circonstances, imaginer la rémission. Et là, on a par exemple une étude qui a été publiée en 2009, qui a été faite sur 55 chats qui ont suivi, alors attention, c'est 55 chats qui ont suivi une méthode précise de gestion du diabète, donc avec une certaine insuline, une certaine méthode pour doser cette insuline, un suivi assez soutenu. Et là, sur ces 55 chats, pour ceux qui ont commencé ce protocole de suivi intensif dans les 6 mois après le diagnostic, on a 84% de rémission. Alors c'est une étude, ok, il faut relativiser. Si pour les chats qui ont commencé ce protocole intensif plus de 6 mois après leur diagnostic, on n'a que 35% de rémission, d'accord? Mais ça veut dire que pour un chat récemment diagnostiqué, eh ben, c'est un objectif qu'on pourrait mettre. Donc, revenir ici, les objectifs de prise en charge, ils peuvent être plus ou moins ambitieux. Ensuite, pour cette prise en charge, qu'est-ce qu'on a comme moyen à disposition? Alors, j'ai essayé de faire un peu un inventaire de tout ce qu'on peut faire pour suivre un chat diabétique. Alors, on peut mesurer, donc la glycémie, c'est le taux de sucre dans le sang. On peut mesurer le taux de sucre dans le sang en cabinet vétérinaire une fois de temps en temps. On amène le chat chez le vétérinaire, on fait une prise de sang, une petite mesure, on a un chiffre et on utilise ça pour décider comment on continue. On peut aussi faire ce qu'on appelle une courbe en cabinet. Donc une courbe, c'est on garde le chat une douzaine d'heures, une dizaine d'heures, puis on fait des mesures au fur et à mesure de la journée, et ça permet de voir comment la glycémie, elle évolue après l'injection d'insuline. Okay, donc ça nous donne déjà plus d'informations. On peut utiliser à la maison, par exemple, des bandelettes urinaires. Donc c'est des petites bandelettes, on glisse ça sous le derrière du chat. Et puis, ça nous dit s'il y a du sucre dans l'urine ou pas. Ça nous dit aussi s'il y a des corps cétoniques, donc c'est-à-dire que si ça commence à tourner mal pour le chat. On peut aussi contrôler la glycémie à domicile. Donc, avec un glucomètre, à la maison, apprendre au maître, ou le maître peut apprendre à faire une petite piqûre sur l'oreille du chat pour contrôler la glycémie. On peut aussi contrôler, suivant le contexte, combien le chat y boit, combien le chat y mange. Ça, c'est aussi des indicateurs de ce que le diabète il est mieux soigné ou moins soigné. Un chat avec un diabète mal régulé, il va manger et boire beaucoup. Avec un diabète mieux régulé, il va moins manger, moins boire. On peut suivre le poids. Le problème du chat diabétique et du diabète tout court, c'est qu'on mange beaucoup puis on perd du poids. Donc au début, on ne s'alarme pas parce qu'on se dit « Oh, mon chat, il perd du poids, mais il a bon appétit !» Mais oui, c'est un problème. Donc, une fois qu'on met en place le traitement du diabète, qu'on commence à donner de l'insuline au chat, si on est en train d'arriver quelque part avec notre prise en charge, eh ben, gentiment, il va reprendre du poids. Le chat, s'il reprend du poids, on sait qu'on est sur la bonne voie. Aussi, l'observation clinique, comment est-ce qu'il va? Est-ce qu'il joue? Est-ce qu'il ronronne? Est-ce qu'il fait sa toilette? Est-ce qu'il est apathique? Enfin, tout ça, c'est des éléments qui peuvent nous aider à comprendre ce qu'on est en train de faire avec notre chat. Et puis, last but not least, le capteur de glycémie en continu, que je vais vous présenter après, qui permet, donc c'est un petit dispositif qu'on met sur le chat et qui permet de mesurer la glycémie 24 heures sur 24. Ça ne mesure pas la glycémie. Interstitielle. Presque la même chose. Pour aujourd'hui, on va dire que c'est comparable. Donc, ça, c'est une bandelette urinaire. Donc, bandelette urinaire, voilà, ça coûte 10 € en pharmacie. Donc ça, c'est vraiment le degré zéro. Bandelette humaine. Oui, c'est des bandelettes humaines, oui. Ah, pour humain. Pour humain, oui. Ici, ça c'est juste pour vous montrer, c'est un exemple. Donc j'avais une chatte diabétique en soins qui était isolée, donc elle était toute seule. Ça veut dire que je savais exactement combien elle buvait. Alors je remplissais, à chaque injection, je remplissais son bol d'exactement la même quantité d'eau. Et avant chaque injection, je prenais une photo du bol d'eau. Et là, on voit ici, alors je ne sais pas si vous voyez très bien sur l'écran, mais ici on voit qu'elle a tout bu. Et puis ici, on voit qu'elle boit moins.
Ok, puis là de nouveau plus, et puis là de nouveau moins. Donc ça, c'est un moyen de mesurer la prise d'eau. Et puis ça, c'est une photo d'un capteur de glycémie, donc c'est sur la nuque du chat. Je vous en parlerai après, toutes ces choses. Mais voilà, pour vous donner une idée du genre d'outils qu'on a à disposition pour suivre un chat diabétique. Ah oui, ça c'est un exemple de prise de poids. Donc c'est une balance pour bébé. C'est un chat relativement peu manipulable, donc si on le met sur la balance, il part en courant. Mais on trouve des astuces en lui donnant quelque chose qu'il aime bien manger. Et puis on arrive à peser le chat comme ça. On le met dans un panier, on pèse la case vide et après... Voilà, il y a tout plein de possibilités pour peser un chat, effectivement. Alors, je vais vous montrer quelques exemples. Alors là, ne vous effrayez pas, vous allez voir des tableaux plein de couleurs, mais je vais vous expliquer un peu comment on décode ça. Alors, le premier exemple, c'est Luna. Donc voici Luna. Et Luna, on lui a mis à un moment donné un capteur de glycémie. Et là, vous voyez, donc, vous voyez pas depuis là où vous êtes, mais ça, c'est une journée. OK? Donc, vous voyez qu'au fil d'une journée, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. OK? Et vous voyez que ça descend, ça remonte, puis après, ça descend vraiment bien, puis après, ça remonte. Et c'est bloqué. Ça remonte très haut. Ça va rester très haut pendant très longtemps. OK? Donc, ce phénomène-là, c'est quelque chose qu'on observe vraiment très clairement chez les chats qui ont un suivi de glycémie à domicile, parce qu'on a plus de mesures que quand c'est juste chez le vétérinaire. C'est que quand la glycémie, elle commence à descendre, eh ben, l'organisme panique, produit du sucre, je vous la fais court, et la glycémie, elle remonte en flèche. Donc, les chats, on appelle ça des rebonds. Donc, un chat, ça rebondit. Et puis, ici, on a un autre exemple, c'est le même chat, mais un peu plus tard, autre capteur de glycémie. Aussi, on voit que, donc, ici, donc, en bas du tableau, on est à des limites, enfin, pas limite de l'hypoglycémie, mais quand même, on est à des valeurs vraiment basses, quoi, il faut surveiller. Et puis, en haut du tableau, on est très, très, très haut. Donc, ce chat, il fait les montagnes russes. Ok, donc on imagine bien que si on va à un moment donné chez le vétérinaire et qu'on fait une petite mesure, voilà, c'est un peu la loterie, hein, sur quoi on tombe. Et même les jours se suivent et se ressemblent pas. Ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les mesures de différentes journées et je les ai superposées. Donc vous avez toujours 24 heures de gauche à droite. Et vous voyez, il y a des jours où, par exemple, la courbe orange en haut, eh ben, c'est haut, mais la verte, c'est bas. Donc, si je l'amène chez mon vétérinaire pour faire quelques mesures pendant la journée pour voir si la dose d'insuline elle est bonne, et puis qu'on tombe sur un jour haut ou un jour bas, eh ben, ça peut tout à fait fausser la suite du traitement. Ensuite, Bibou, qui a l'air très mignon comme ça. Alors, Bibou, là, ce que je vais vous montrer avec Bibou, c'est que alors, c'est la même chose, hein, chaque fois c'est des journées, donc la glycémie haute en haut, basse en bas. Et puis vous voyez qu'il y a des courbes qui sont tout en haut. Et puis après quelques temps, eh ben, il y a des espèces de trucs plats en bas, parce que au bout de quelques jours, pendant le traitement, entre une semaine et l'autre, ben, au lieu d'avoir une glycémie qui fait un peu les montagnes russes, eh ben, il a commencé à avoir une glycémie qui reste plate et dans des valeurs presque normales. Donc ça montre aussi que ce qui était vrai il y a 10 jours au niveau du traitement n'est pas forcément vrai aujourd'hui. Ça évolue. Les besoins en insuline, ils évoluent. Alors ici, voilà, ça c'est, je ne vais pas vous faire peur avec ça, mais ça c'est un tableau de suivi de glycémie. Je vais juste vous expliquer, parce que je vais vous en montrer d'autres. Donc je vais vous expliquer en 2 mots comment ça marche. Vous avez ici et là 2 colonnes, c'est les injections. Chaque ligne, c'est un jour. Et puis, vous avez combien on a injecté le matin, combien on a injecté le soir. Les cases de couleurs, c'est des mesures de glycémie, et il y a des codes couleurs pour nous dire si c'est haut ou si c'est bas. Donc, rouge et rose et noir, c'est haut, jaune, c'est au milieu, et puis bleu, puis vert, c'est en bas. Donc, vert, c'est bien, rouge, c'est pas bien. Ok ? On aime voir du vert et du bleu, on n'aime pas voir du rouge et du rose. Et donc, ici, on a un chat qui prend la même quantité d'insuline le matin et le soir, et puis,
qui nous fait des choses relativement prévisibles. Il descend dans des valeurs raisonnablement bien au milieu de la journée, il remonte avant son injection, il redescend. On pourrait se dire, on a une situation stable. Ok? Donc, je continue avec mes 5 unités d'insuline, matin et soir, tranquille. Mais, notre ami Bibou, d'une semaine à l'autre, vous allez voir, alors jusque-là, on est à peu près à 5 unités d'insuline. Et ensuite, vous voyez tout d'un coup qu'il y a beaucoup plus de vert. Hein? En haut, il y a plein de couleurs. Et puis, en bas, il y a beaucoup plus de vert. Et puis, donc là, on a 2 semaines. Ici, il est maintenant à 2,5 unités d'insuline. Avant, il était à 5. Donc, là, c'est possible qu'il fasse une rémission, c'est pas sûr, hein, mais ça dégringole. Donc ça, c'est pour montrer que penser qu'une fois qu'on a trouvé la bonne dose, eh ben c'est bon, on peut juste garder la bonne dose et continuer, eh ben ça, c'est le genre de choses qui fait qu'on finit à l'hôpital avec un chat en hypoglycémie un jour. Si seulement c'était si simple. Mais en même temps, c'est cette problématique-là qui fait que le chat a la capacité d'arriver en rémission. C'est le revers de la médaille. Hein. Ensuite, Mogwai. Alors, Mogwai, je vais vous montrer de nouveau un de ces tableaux. Et là, vous vous souvenez, je vous ai dit, rouge et orange, c'est pas beau. Et noir. Et noir, c'est encore plus catastrophique. Donc là, on regarde ça, puis il prend presque 5 unités d'insuline, ce qui est relativement beaucoup pour un chat. Donc on regarde ça et on se dit, mon Dieu, c'est désespéré, ce pauvre chat, il va jamais s'en sortir. En plus, il a d'autres maladies, il est FIV positif, il est pas bien. Enfin, on se dit, c'est la fin des haricots. Et on a dû monter quasi jusqu'à 6 unités. Et là, vous voyez, tout d'un coup, on commence à avoir du vert. Donc, tout d'un coup, ça commence à donner le tour. Et ici, en 2-3 semaines, il est en rémission, le chat. Donc, ici, il est encore à presque 5 unités d'insuline. Et là en bas, il est à 0,25. Et puis si je vous donne la suite du tableau, il est à 0. Ok, donc ça peut être très brutal quand un chat fait une rémission. Après, il y a aussi des chats qui ne font jamais de rémission. Il y a des chats où on fait tout bien, on fait tout juste, et ils ne font pas de rémission, le pancréas est trop abîmé, où il y a des maladies concomitantes, voilà. Mais c'est à la fois une chance et un risque. C'est une chance parce que ça veut dire qu'on peut être libéré des injections d'insuline, mais c'est un risque parce que ça veut dire que si on n'est pas vigilant, on peut se retrouver avec un chat qui fait une hypoglycémie clinique et ça peut être mortel une hypoglycémie. Alors qu'en fait, le chat était en route pour une rémission. Donc, à retenir, les cycles. Donc un cycle, c'est entre une injection et une autre. Hein. Donc les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Une valeur basse chez un chat est souvent suivie d'un rebond dans des valeurs hautes. Donc quand on voit des valeurs hautes, allez savoir si c'est parce que le chat il est descendu puis remonté ou si c'est parce qu'il est resté en haut désespérément. Une dose qui fonctionne pendant un moment, elle peut soudainement devenir trop importante. Donc ce qui marchait il y a 2 semaines ne marche pas forcément aujourd'hui. Parfois, il faut beaucoup augmenter l'insuline avant de pouvoir la diminuer. Et puis, si un chat fait une rémission, ça peut être extrêmement brutal. Alors, je repose la question, qu'est-ce qu'on va faire comme prise en charge quand on a un chat diabétique ? Comment on choisit ce qu'on va faire ? Alors, les 2 risques majeurs, hein, c'est l'hypoglycémie et l'acidocétose. C'est 2 risques mortels pour un chat diabétique. Et dans la prise en charge, vétérinaire courante, d'après mes observations, eh ben, c'est on donne une dose de départ, puis ensuite, après quelques semaines, on fait une courbe de glycémie en cabinet, puis on ajuste la dose, et puis on est relativement prudent parce que, enfin, mettez-vous à la place d'un vétérinaire, si le chat meurt d'une hypoglycémie, on est très mal. Okay ? Donc, on a souvent une approche relativement prudente. Et d'ailleurs, moi, ce que j'ai observé tant dans le groupe diabète félin francophone que dans le groupe FDMB anglophone, c'est qu'on a beaucoup plus de décès de chats diabétiques par acidocétose que par hypoglycémie. Chez les gens qui contrôlent la glycémie à domicile. Okay ? Chez les gens qui contrôlent la glycémie à domicile, on a vraiment, moi, j'ai pas vu d'hypoglycémie clinique qui est finie en catastrophe. Il y en a peut-être eu, puis je les ai ratés, hein, je dis pas, mais par contre, des acidocétoses, ça oui. Donc,
Est-ce qu'on prend une prise en charge qui nous fait plus courir le risque de l'hypoglycémie ou est-ce qu'on fait une prise en charge qui nous fait plus courir le risque de l'acidocétose? C'est un peu choisissez votre poison, quoi. Ensuite, il faut se poser la question de l'implication du maître ou des maîtres. Voilà. Est-ce qu'on va faire une prise en charge qui demande beaucoup de travail au maître ou peu de travail au maître? Et ça va beaucoup dépendre de combien le maître il veut s'investir, de ce qu'ils se sont capables de faire, etc. Ça va dépendre aussi de l'environnement. Est-ce que le chat il vit tout seul? Ma Minette qui était isolée dans une pièce, je pouvais voir combien elle buvait, combien elle pissait, combien elle mangeait. C'est pas la même chose qu'un chat qui vit avec 10 autres chats et puis qui sort. Et puis aussi le tempérament du chat. Un chat où c'est super facile de lui faire des mesures de glycémie ou un chat où c'est déjà difficile de lui faire des injections, on va peut-être pas pouvoir faire la même prise en charge. Et puis, surtout à garder en tête, c'est que cette prise en charge, elle peut être évolutive. On peut commencer avec quelque chose de relativement léger, et ensuite, au fur et à mesure que le maître commence à se sentir à l'aise, on peut mettre en place plus de choses. Il n'y a pas besoin de faire tout d'un coup. Alors, je vais quand même parler un peu de rémission, même si ce n'est pas quelque chose qui va arriver à tous les chats, parce que quand on a un chat qui vient d'être diagnostiqué, ça reste un objectif réaliste. Alors, réaliste tout en sachant que ce n'est pas garanti, mais ça reste quand même une possibilité. Et ce qu'on sait de ce qui va favoriser la rémission, c'est, en gros, c'est 4 choses. C'est quelle insuline on utilise. Il y a actuellement 3 ou 4 insulines qu'on utilise pour les chats. Donc ça, je vais en parler après. Donc, le choix de l'insuline. Ensuite, le fait de faire un suivi à domicile. Ça, c'est un facteur important dans rémission ou pas rémission. L'alimentation. Ça aussi, ça joue un rôle. Et puis, évidemment, une prise en charge précoce et assez énergique tôt après le diagnostic. Ça, c'est les facteurs qui vont favoriser une rémission et qu'on peut contrôler. Alors, l'insuline. Je vous ai mis sur la colonne de gauche 4 insulines. Caninsulin, Prosin, Lantus et Levemir. 2 de ces insulines, Caninsulin et Prosin, ont un AMM animal. Okay. Donc ça veut dire que les vétérinaires ont le droit de les prescrire. Ça a été prévu pour les animaux. C'est des médicaments qui sont, des préparations qui sont prévues pour les animaux. Lantus et Levemir, ce sont des insulines humaines qu'on a le droit d'utiliser en France sur des animaux en 2e intention. D'accord? Donc, normalement, on est censé essayer d'abord Caninsulin Prosin, on voit que ça marche pas bien, et puis après, on peut essayer Lantus ou Levemir. Ce qui différencie ces insulines, c'est tout un tas de choses, mais en fait, quand vous donnez une injection d'insuline, ça va mettre un certain temps à commencer à agir, puis ensuite ça va agir plus ou moins fort, et puis pour plus ou moins longtemps. Donc ça, ces insulines, c'est différent. Donc caninsulin, elle agit assez vite, elle agit assez fort, mais elle agit pas très longtemps chez le chat. C'est une insuline qui a été développée à la base pour le chien, qui a un métabolisme 2 fois plus lent que celui du chat. Donc chez le chat, souvent, on a une durée d'action qui est insuffisante. Mais c'est l'insuline la plus couramment utilisée pour traiter un chat diabétique. Prosin, c'est une insuline qui a été développée exprès pour le chat, donc elle a une durée d'action qui est un peu meilleure. Elle met plus longtemps à agir, elle est plus douce. Et Lantus et Levemir, elles sont quasi interchangeables. Ça, c'est des insulines vraiment, c'est des insulines basales pour les humains, c'est-à-dire que c'est des insulines à très longue durée. Chez les humains, on fait une injection par jour avec ces insulines. Donc ça veut dire que chez le chat qui a un métabolisme 2 fois plus rapide, on va faire une injection matin et soir. Et la durée d'action, elle peut être très longue, elle peut même dépasser 12 heures. Et donc, ce que ces insulines-là permettent, c'est qu'elles permettent en fait on va presque faire un tuilage d'action de l'insuline. On va faire des injections, en faisant des injections toutes les 12 heures avec ces insulines, leur action va se superposer et on va réussir à avoir des pics de glycémie qui ne ressemblent plus à des cuvettes où le chat il est plein de sucre, puis ensuite il a plus de sucre, et puis ensuite il est de nouveau plein de sucre, puis ensuite on l'injecte, et puis il passe son temps un peu à faire des montagnes russes. Ces 2 insulines-là, Lantus et Levemir, elles permettent d'obtenir ce qu'on appelle des courbes plates. Une courbe, c'est pas plate, mais une courbe, enfin, si, une droite, c'est une courbe plate, mais voilà. Donc, c'est-à-dire où on arrive à avoir un chat qui reste dans des valeurs
non diabétiques, donc des valeurs de glycémie comme s'il n'était pas diabétique, quasi 24 heures sur 24. Alors ça n'arrive pas forcément avec tous les chats, mais c'est quelque chose qu'on peut avoir avec ces insulines-là. Donc voilà, donc ce qui différencie ces insulines, c'est quand elles commencent à agir, combien longtemps elles agissent, alors quel risque on court avec ces insulines. Donc qu'un insulin, typiquement, on va avoir plus de risque d'hypoglycémie parce que c'est un peu brutal, et puis le chat, il va avoir tendance à faire des rebonds. Parce que, voilà, on fait vite descendre la glycémie, alors, puis après, l'insuline, elle n'agit plus, puis en plus, l'organisme du chat, il panique. Donc, souvent, ça fait yo-yo comme ça. L'antisolevamir, vous avez moins de risque d'hypoglycémie, mais par contre, si vous surdosez, l'hypoglycémie, elle ne va pas passer en 2 heures. Vous pouvez rester toute la nuit à veiller votre chat. Si vous avez vraiment donné 2 injections au lieu d'une, voilà, il faut rester réveillé. Le nadir, c'est une notion importante quand on parle de diabète. C'est le point le plus bas d'une courbe de glycémie. Okay, donc c'est la valeur de glycémie la plus basse que fait le chat durant sa journée, après son injection. Ah oui, le coût aussi, donc un insulin relativement peu cher. Prosin, qui est une insuline qui marche mieux sur le chat, mais elle est très chère. Et puis on a l'antisolevamir, qui sont des insulines humaines, donc ils sont vraiment très bon marché. C'est important de regarder pas le coût du flacon, mais le coût que ça va coûter pour soigner un chat pendant 1 mois. Okay, donc c'est le coût de l'unité d'insuline qui nous intéresse. Et comme Caninsulin et Lantus, c'est pas la même concentration d'insuline, on peut avoir l'impression que l'une est plus chère alors qu'en fait elle est moins chère. Voilà. Et donc les chances de rémission sont assez différentes en fonction de ces insulines. Donc l'antisolevamir, ce sont les insulines qui ont été utilisées pour ce protocole qui peut donner jusqu'à 85% de chances de rémission. Avec Caninsulin, on est plutôt autour de 25% de chance, même quand on fait tout bien. Alors, un petit exemple. Elle s'appelle Gommette. Ici, vous avez une superposition de plusieurs semaines de courbes de glycémie. Et vous voyez qu'il y a des courbes qui sont en haut et des courbes qui sont en bas, toutes plates. Okay, donc on voit cette différence. Et donc ça, c'est un chat qui prenait Caninsulin au début et puis qui a changé en cours de route pour prendre Lantus. Et donc on voit bien les courbes comme ça, c'est typique de courbes avec Caninsulin. Et les courbes ici en bas, qui montent à peine, c'est typique des courbes avec Lantus. Et ici, on voit dans son tableau, donc ça c'est un chat qui est sous Caninsulin. Ah oui, ici c'est autre chose que je voulais vous montrer. Alors vous n'allez pas le voir à l'écran, mais peut-être vous voyez. En fait ici, on a un chat sous Caninsulin, mais la dose qui est donnée, elle varie. On a 2,5, 2,25, 2,75. Ici, ça fait 2,25, 2,5, 2, 2,5, 2, 2,5. Okay, on est en train de changer la dose tout le temps. Et là, ça rend difficile une stabilisation si on est tout le temps en train de changer la dose. Ici, en haut, là, on est en train de donner la même dose. Et on voit qu'en donnant la même dose, comme ça, il y a plus de vert. Hein? Moins de rose, plus de jaune, plus de vert. Et puis ici, et donc ça, c'est un chat extrêmement bon élève qui fait tout bien, tout juste, et qui nous donne vraiment un tableau de ce que ça peut être la meilleure régulation possible avec Caninsulin, à peu près. Hein. Ça, c'est vraiment des super bons résultats avec cette insuline. Et ce chat a passé sous Lantus, donc changé d'insuline. Et puis là, vous voyez, c'est plein de vert. On en avait un peu avant, mais ça remontait, c'était tout le temps jaune, jaune voire rose entre deux. Et là, on est dans du vert et du bleu. Voilà. Et ça, c'est un chat qui, en l'occurrence, a fini par faire une rémission relativement récemment, alors qu'il était diabétique depuis presque 3 ans, dont plus de 2 ans avec Caninsulin. Et donc là, c'est vraiment le passage à Lantus qui a permis à ce chat d'arriver à la rémission. Et ça a été un travail de longue haleine, pas du tout une rémission express comme ce que je vous ai montré avant. Alors, donc, la question du changement d'insuline, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup passer sur le groupe de soutien diabète félin, parce que
beaucoup de personnes arrivent avec qu'un insulin, voient sur le groupe de soutien des gens qui utilisent une autre insuline puis qui semblent avoir des meilleurs résultats, donc les gens veulent changer d'insuline. Alors, donc ça c'est... Donc quand on change d'insuline, on a vraiment de plus en plus de valeurs sous le seuil rénal. Donc ça c'est un critère, c'est un seuil important. À partir d'une certaine... Si vous voulez, s'il y a plus de temps de sucre dans le sang du chat, il va se débarrasser de ce sucre via l'urine. C'est pour ça d'ailleurs qu'il boit et qu'il fait beaucoup pipi. Et ça met une charge sur les reins, ça fatigue les reins. Donc si déjà vous arrivez à réguler un chat diabétique pour qu'il soit toujours sous le seuil rénal, eh bien là c'est déjà vachement bien parce que vous êtes en train de préserver les reins du chat et puis aussi ses autres organes, puis globalement tout va vachement mieux pour le chat. Voilà. Et donc quand on passe à l'antus, la courbe elle s'aplatit. Et puis, le chat, il commence à passer l'essentiel de son temps dans des valeurs de glycémie qui sont celles d'un chat pas diabétique. Donc, Monsieur Pancréas, là, il est au repos, prend ses vacances, sirote son mojito sur la plage, et puis il récupère de son burn-out. Ah. Alors, un certain nombre de trucs auxquels il faut faire attention. Si on a un chat sous caninsulin et Prosin, puis qu'on le passe sous l'antus ou l'Evemir, c'est, alors, U40 et U100, ça c'est des concentrations d'insuline. Donc la concentration n'est pas la même, c'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser les mêmes seringues. Sinon, attention à la catastrophe. U40, ça veut dire que dans 1 millilitre d'insuline, vous avez 40 unités d'insuline. U100, ça veut dire que dans 1 millilitre, vous avez 100 unités d'insuline. Donc plus concentré. Si vous prenez les seringues U40 pour tirer du sang, vous allez surdoser votre chat. Donc attention à ça. Caninsulin et Prosin ont un avantage par rapport à l'antus et l'Evemir, c'est que... alors, c'est toujours mieux d'injecter toutes les 12 heures. Plus on arrive à être régulier, mieux c'est pour un chat diabétique. Mais avec caninsulin ou Prosin, vous injectez 2 heures plus tard, 2 heures plus tôt, tant que le chat il est suffisamment haut dans sa glycémie, c'est pas la catastrophe. Par contre, avec l'antus ou l'Evemir, vous faites une injection 1 heure plus tôt, votre chat il risque de faire une hypoglycémie derrière. Donc, attention à ça. Le fonctionnement de l'antus et l'Evemir, c'est des insulines à dépôt. Alors, je ne vais pas vous expliquer trop en détail ce que c'est le dépôt, mais ce que ça a comme conséquence, c'est qu'il faut vraiment absolument injecter une dose stable. Donc au moins 5-6 injections pour voir le résultat de cette dose. En fait, le dépôt, il faut voir ça comme un petit réservoir qui se constitue. Donc il faut 5 ou 6 injections pour remplir le petit dépôt qui va ensuite distribuer l'insuline dans le corps du chat. Voilà. Caninsulin fait des courbes bien marquées, l'antus fait des courbes plutôt plates. L'antus et l'Evemir sont des insulines qui viennent souvent en stylo, que c'est pour les humains. Les humains, ils s'injectent 25 unités d'insuline ou 50, donc stylo. Par contre, le chat, on est à 1,5, 1,75, 2, enfin voilà, on est vraiment dans du coupage de cheveux en 4 pour les doses. Et donc, utiliser les seringues, c'est vraiment un avantage parce que ça permet de faire des doses plus petites, plus précises. Aussi, le stylo, donc ça pour voir toutes ces choses, j'ai un petit atelier, enfin un petit stand diabète félin, je peux vous montrer les choses si ça vous intéresse. Le stylo, il faut le garder 5 à 10 secondes dans le chat quand on pique pour que toute l'insuline elle sorte. Donc si vous avez un chat qui est bien tranquille, à qui vous pouvez faire ses injections pendant qu'il dort, ça va bien. Mais si vous avez un chat qui est moyen ça, puis il faudrait pouvoir faire l'injection en 1 seconde, avec le stylo, vous allez être mal. Et puis, je le redirai après, hyper important, on dose toujours l'insuline en fonction de la valeur la plus basse de la courbe, donc du nadir. On ne dose pas l'insuline en fonction d'une mesure qu'on ferait juste avant d'injecter. Ça, c'est le meilleur moyen de faire des catastrophes. On choisit la dose d'insuline en fonction de jusqu'où en bas, du point le plus bas auquel elle va amener la glycémie du chat. Je vais revenir là-dessus. Ça va? Vous êtes encore avec moi? Moi, je ne comprends pas. Oui. On fera des cours de rattrapage à Il y a l'atelier après. Voilà, il y a l'atelier après pour les cours de rattrapage. Mais c'est pas, si vous ne comprenez pas tout, c'est pas grave. Voilà. Ah ben voilà, ça c'est un exemple. Donc ça c'est une seringue. Et puis c'est un flacon. En fait c'est une recharge de l'antus. Normalement ça se met dans un stylo. Mais on peut planter les seringues dedans. Voilà, et tirer l'insuline comme ça. Alors, je vais vous parler un petit peu de la mesure de glycémie à domicile et de 3 choses en particulier, les bandelettes urinaires qui permettent surtout de détecter de façon précoce l'acidocétose, le capteur freestyle libre
qui est un peu la nouveauté, est l'utilisation du glucomètre. Glucomètre humain, il n'y a pas besoin de s'amuser à prendre un glucomètre calibré pour le sang animal, parce que ce qui nous intéresse, c'est pas la valeur exacte de glycémie, c'est savoir ça monte ou ça descend. C'est plus bas qu'hier, c'est moins bas qu'hier. C'est ça qui nous intéresse. Donc la valeur exacte, s'il y a un peu de différence, c'est pas grave. Voilà, donc les bandelettes urinaires, c'est pas cher, c'est une dizaine d'euros en pharmacie, c'est facile à utiliser. Alors si on a un chat pas trop pudique, on passe le mettre sous la queue pendant qu'il fait pipi. Si on a un chat plus pudique, on peut trouver des stratégies. On peut mettre un petit coton dans la caisse en espérant qu'il fasse pipi sur le coton. On peut mettre du cellophane, on peut acheter de la litière spéciale. On peut même, si on n'a pas d'autre solution, planter la bandelette dans de la litière fraîchement souillée. Voilà, c'est toujours mieux que rien. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très facile qu'on peut faire à domicile quand on a un chat diabétique, qui n'est pas invasif, qui n'est pas coûteux et qui n'est pas difficile. Et ça permet la détection précoce de corps cétoniques. Donc si le métabolisme du chat commence à partir en vrille parce que le diabète est mal réglé et qui produit des cétones, on va le voir plus tôt et avoir une chance de sauver le chat en le faisant hospitaliser rapidement ou en agissant. On peut aussi, comme ça mesure les cétones et le glucose. Donc ça aussi, si on a un chat qui prend une insuline comme Caninsulin, qui n'est pas prévu pour que le chat il soit tout le temps sous le seuil rénal. Si votre chat il est tout le temps sous le seuil rénal avec Caninsulin, il est probablement surdosé en train de risquer des hypoglycémies tous les jours. Donc si vous faites une bandelette urinaire à un chat sous Caninsulin et que vous n'avez jamais de sucre, dangereux. Voilà. Donc c'est déjà un point de repère relativement simple à mettre en place. Ensuite, la deuxième chose, c'est le capteur freestyle libre. Donc ça, c'est assez moderne et nouveau. Ça existe depuis 4 ans pour les humains. Donc les humains diabétiques se les mettent là. Hein, donc c'est un petit truc qu'on se... je vous montrerai au stand. Mais ça se met ici, ça reste 14 jours en place. La batterie tient 14 jours. Et ça mesure la glycémie toutes les X minutes, 24 heures sur 24. Donc, on peut les poser sur les chats pour raser un petit peu. Là, on voit même pas que c'est rasé parce que c'est un chat Céline, donc elle a rasé super bien, quoi. Donc, mais on peut raser un peu plus autour. Ensuite, on le pose. Là, vous voyez l'ustensile qu'on utilise pour poser le capteur. Et puis, donc, ça mesure en continu. On le scanne avec un téléphone. Par exemple, un téléphone moderne, ça marche, ou bien un lecteur exprès pour. Et puis, chaque fois qu'on scanne, on a les 8 dernières heures de mesure. Donc, ça veut dire que même quand on dort, même quand on n'est pas là, on peut savoir ce que fait le chat. Donc ça, c'est idéal pour les chats difficiles à tester, ou bien qui sont stressés parce qu'ils ont déjà beaucoup de soins. Puis on se dit, OK, on va essayer d'alléger les choses. Alors, on met un capteur, puis comme ça, on fout la paix pendant 2 semaines. C'est aussi utile quand les maîtres sont absents, par exemple, travaillent toute la journée, ou bien ils sont en déplacement, en vacances, il y a quelqu'un d'autre qui s'occupe du chat. N'importe qui peut passer, scanner le chat. Voilà, donc ça c'est vrai que c'est souvent une inquiétude quand on a un chat diabétique puis qu'on est loin toute la journée. On ne sait pas ce qui se passe pendant la journée. Si le maître est stressé et anxieux, et même si le maître est quelqu'un de normal, mais qui veut simplement simplifier la vie. Non, mais je me mets là-dedans aussi. Hein. Donc moi, j'ai expérimenté. Moi, j'ai eu un chat diabétique qui était une crème de chat qui se laissait absolument tout faire. Donc, je faisais des tests de glycémie pendant qu'il dormait. Voilà. Et puis ensuite, j'ai eu la petite Luna, là, donc je vous ai montré, qui, elle, était intestable. Alors, j'ai mis un capteur, mais... Quelle détente! Pourtant, mon chat, c'était pas difficile de lui faire les tests, mais j'avais plus besoin d'y penser. J'avais juste besoin de penser toutes les 8 heures à passer, jeter un petit coup d'œil pour vérifier qu'elle n'était pas en train de faire des hypoglycémies catastrophiques, et basta. Et j'avais toutes mes mesures, toute la journée, je pouvais sortir le soir, rentrer, puis j'avais les mesures de glycémie pour la soirée. Donc, franchement, c'est super relax, quoi. Quand le chat est en pension, on garde à domicile. Les maîtres doivent partir en vacances, puis pendant 2 semaines, c'est quelqu'un d'autre qui va faire les injections au chat. Alors, on trouve peut-être quelqu'un d'autre pour faire les injections au chat, mais pour faire les tests de glycémie au chat, vous pensez? Pas toujours. Donc là, si on met un capteur, facile, scanner le chat, faire une petite photo, envoyer au maître qui dit oui, on garde la même dose, ou bien alors on augmente, ou alors on diminue. Voilà. Et puis, bien sûr, pour optimiser l'insulinothérapie, je vous ai mentionné les rebonds tout à l'heure, hein, quand la glycémie descend, puis après ça remonte. Alors, il y a des chats qui sont spécialistes, des grands amateurs de trampoline, c'est-à-dire qu'ils font toing, toing, toing toute la journée. Alors, si vous avez un chat comme ça,
avoir un capteur de glycémie en continu, ça vous assure que vous n'êtes pas en train de passer à côté d'un rebond. Parce que ça, c'est la grande crainte quand on suit un chat à domicile. On voit des valeurs hautes, puis on est là, mais c'est une valeur haute parce qu'en fait, il a trop d'insuline puis qu'il descend trop bas, ou c'est une valeur haute parce que le pauvre chat, il n'a pas assez d'insuline et il passe son temps trop haut. Donc, et ça, c'est des choses, c'est pas facile de savoir. Voilà, donc quand on scanne, ça ressemble à ça. Ça me donne une petite courbe. Là, on voit que le chat, il est haut. Mais il est haut, pourquoi? Il est haut parce qu'il est descendu bas avant. Donc, c'est une solution relativement nouvelle pour les chats. Si vous en parlez avec votre vétérinaire, il y a bien des chances qu'il n'en ait pas entendu parler. Il y a des vidéos sur YouTube. Donc, si vous avez un vétérinaire un peu prêt à tenter des choses, eh ben, c'est vraiment pas très compliqué à faire au niveau de la manipulation. Le capteur coûte 37 € en pharmacie, donc c'est pas rien, mais c'est pas non plus excessif si on pense au prix d'une courbe de glycémie en cabinet. Et là, même si le capteur il tient pas les 14 jours, on a déjà vite plus de données que ce que nous donnerait une courbe de glycémie en cabinet. Sans compter qu'en cabinet, les chats sont stressés. Et quand on est stressé, qu'est-ce qui se passe avec la glycémie? Elle monte, d'accord? On met des petits points de colle pour que ça tienne, parce que c'est des chats, c'est pas des humains, donc voilà. On rajoute un peu de superglue, beaucoup de colle chirurgicale ou quelque chose pour que ça tienne mieux. Suivant les chats, les maîtres, etc., on peut mettre un pansement ou un body dessus. Mais si le chat le tolère, franchement, il vaut mieux pas l'enquiquiner avec ça et puis juste le laisser avec son capteur. Ça se pose donc sans anesthésie, c'est techniquement faisable. Si le vétérinaire montre au maître comment le faire et le coach, c'est un acte qui est techniquement relativement simple. N'importe qui peut le scanner. Pour l'emplacement, alors semblerait que les meilleurs emplacements, c'est la nuque. La nuque contre les omoplates ou sur les flancs, ça il faut un peu faire les expériences, ça dépend du chat, de la personne. Franchement, moi j'ai pas assez de recul pour faire une recommandation ferme. Et puis, alors ça c'est le gros désavantage, ça marche pas toujours. Il y a pas mal de mauvais numéros, ou bien suivant où on le met, puis ce que fait le chat, ben, ça arrête de marcher. Donc il faut toujours en avoir un d'avance et puis il faut être prêt moralement quand on pose un capteur à ce qu'il puisse ne pas marcher du tout. Donc si on a péniblement économisé les 37 € pour acheter l'unique capteur, on risque d'être très déçu. Voilà. Moi, sur Luna, le premier que j'ai mis, il a tenu 4 jours. Le deuxième, j'ai jamais réussi à le faire démarrer. Par contre, le troisième, il a marché. Voilà. Mais donc, si on a le budget, si financièrement c'est possible, franchement, c'est une solution géniale. Ensuite, le glucomètre. Donc ça, c'est comme pour les humains, on achète les mêmes glucomètres. Il y a des glucomètres qui font aussi le contrôle des cétones dans le sang. Donc, quitte à acheter un glucomètre, autant en acheter un, en l'occurrence le Freestyle Optium Neo, il fait le sang, enfin il fait le glucose et les cétones. On pique sur le bord de l'oreille. Faut avoir un bon stock de bandelettes parce qu'une fois qu'on a trouvé comment faire, on fait vite beaucoup de mesures. On va faire une mesure de glycémie avant chaque injection. Cette mesure de glycémie, elle nous permet, c'est une mesure de sécurité. Attention Ipso. C'est une mesure de sécurité qui nous permet de décider si on injecte ou si on n'injecte pas. Parce que si la valeur est trop basse, on va décider de ne pas injecter. Elle sert à ça. Et on va faire des tests autour du nadir, donc autour du point le plus bas de la courbe. Et ces tests-là, ils vont nous servir pour le dosage. Donc pour décider s'il faut donner plus d'insuline, moins d'insuline ou garder la même dose. Et puis, effectivement, on va aussi faire des courses, c'est-à-dire qu'on va aussi, peut-être lors d'un jour de congé, une fois toutes les semaines, toutes les 2 semaines, faire plusieurs mesures de suite pour être sûr qu'on n'est pas en train de passer à côté d'un rebond ou quelque chose comme ça. Alors, voilà une petite photo d'une oreille de chat en transparence. Vous voyez le petit vaisseau capillaire qui fait le tour de l'oreille. Voilà. Alors, c'est par là qu'on vise. Il faut savoir que le bord de l'oreille du chat est relativement peu innervé. Les matous qui se bagarrent, ils ont tous les oreilles complètement en dentelle. Donc, ce qui gêne le chat, généralement, lors du test de glycémie, c'est la contrainte, plus que le pic-pic. Donc, après, ça c'est des questions d'entraînement et de technique, de comment on fait pour tenir le chat ou convaincre le chat de se laisser triturer. Donc là, il y a toutes sortes de choses à faire côté medical training, avec des récompenses, avec des techniques pour tenir le chat sans trop le contraindre.
Voilà. Et puis ici, à droite, vous avez un petit kit. Donc vous avez un glucomètre, une boîte avec des bandelettes, et puis un autopiqueur. Donc il y a des petits stylos qui servent à piquer pour faire le trou. Il y a des gens qui préfèrent faire à la main, d'autres qui préfèrent faire à l'autopiqueur. Alors, les avantages de la glycémie à domicile, si le maître est capable de mettre ça en place, c'est moins d'hypoglycémie, voire pas d'hypoglycémie et moins d'acide cétose. Donc au niveau sécurité, c'est meilleur. On arrive à avoir une meilleure régulation parce que comme il y a une surveillance, on peut se permettre de donner une dose d'insuline qui fait descendre le chat aussi bas qu'on veut. Okay. Tandis que s'il n'y a pas de surveillance, on va prendre une marge pour éviter de se retrouver avec un chat qui fait une hypoglycémie clinique. Et puis plus de rémission, donc avec un suivi à domicile, plus de chances de rémission. Et puis alors au niveau coût, alors bon, ça dépend, parce que si vous faites 20 tests par jour, ça va quand même vous coûter cher en bandelette. Mais globalement, si on fait un suivi de glycémie à domicile relativement raisonnable au niveau de la fréquence des tests, avec une courbe de temps en temps, puis 3, 4, 5 tests par jour, eh ben, on économise sur les courbes et les consultations vétérinaires, et aussi sur les hospitalisations d'urgence. Il faut aussi penser à ça. Donc si on réduit les risques d'hypoglycémie et d'acidocétose, au niveau financier, on est en train de prendre une assurance anti-accident à 500 €, si c'est pas 1000. Alors la grande question, c'est combien de fois est-ce qu'il faut mesurer la glycémie par jour, à quelle fréquence? Donc ça dépend de plein de facteurs, et entre autres de la facilité qu'on a à faire la glycémie à son chat. Si on a un chat qui sourcille pas puis qui se laisse faire la glycémie pendant qu'il dort, voilà. Alors, en général, ce qu'on recommande, en tout cas sur le groupe diabète félin, ce qu'on recommande, c'est un test de glycémie avant chaque injection, et puis un test de glycémie quelque part entre les 2 injections, pour essayer de savoir ce qui se passe pendant le cycle. Et puis, chaque semaine ou quinzaine, une courbe, donc on fait toutes les heures ou toutes les 2 heures, ou même toutes les 3 heures, une mesure suivant l'insuline, pour voir ce qui se passe. Puis, ponctuellement, voilà, il y a des gens qui travaillent toute la journée, donc ils font la mesure le matin avant de faire l'injection, la mesure le soir avant de faire l'injection, une mesure avant d'aller se coucher. Puis peut-être qu'un jour ils peuvent rentrer à midi, donc le jour où ils peuvent rentrer à midi, ils en font une. Voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est pas facile de se retenir de faire 20 tests par jour quand on voilà. Et puis en fonction des valeurs mesurées, c'est clair que si on mesure une valeur qui est un peu basse limite, on va peut-être refaire une mesure 1 heure plus tard pour vérifier que le chat il est OK. Alors, le dosage, je ne vais pas rentrer dans les détails, on a des protocoles de dosage qui sont vraiment super pas à pas et tout sur Internet, je ne vais pas rentrer dans le détail de ça, mais en gros, les principes généraux, c'est qu'on donne une dose d'insuline stable, on donne la même dose, le matin, le soir, le lendemain matin, le lendemain soir, on garde la même dose pendant un certain temps. On ajuste cette dose progressivement en fonction du nadir, donc on va essayer de repérer le nadir et puis on va faire des ajustements, des petits ajustements. Et puis, il faut comprendre ces notions de rebond, parce que si on ne comprend pas ces histoires de rebond, on va faire des grosses erreurs. Et puis, si on a lentus ou l'émir, il faut comprendre la notion de dépôt. Donc, le fait que c'est une insuline, moi je dis la différence, c'est qu'un insuline, c'est comme si vous êtes à vélo, ok? Donc, vous êtes à vélo, vous êtes super maniable, vous pouvez faire des virages, vous pouvez accélérer, freiner. Si vous avez un semi-remorque, il y a une certaine inertie. Voilà, lentus l'émir, c'est un peu des insulines paquebot ou semi-remorque. Donc ça met un peu de temps à démarrer, mais une fois que ça a démarré, ça va bien. Alors, donc voici par exemple un modèle de à quoi ça ressemble à une méthode de dosage. Donc, on prend une dose de départ qu'on va tenir un certain nombre de jours. Ensuite, en fonction des nadirs qu'on mesure, on va décider si on augmente, puis on va augmenter un petit peu, un quart d'unité, une demi-unité, rarement une unité à la fois. Ensuite, on va garder cette nouvelle dose un certain nombre de jours. Puis au bout des X jours, on va refaire le point, puis se dire, ok, est-ce qu'on augmente encore? Ou bien est-ce qu'on reste à cette dose? Et puis, si on a une dose qui commence à nous faire des descentes dans des valeurs de glycémie inconfortables, donc trop basses, ou si on est trop souvent dans le cas de figure où on fait une mesure avant injection, puis on dit, oups, trop bas, j'injecte pas, je dois sauter l'injection, là, on va baisser la dose. Donc, je ne vous dis pas ça pour que vous reteniez, mais juste que vous ayez l'idée qu'il y a une certaine méthodologie globale. Après, il y a des principes de sécurité. Si votre chat
à la dose que vous êtes en train de lui donner, il descend sous 50 mg par décilitre sur un glucomètre humain, il a trop d'insuline. Il faut baisser la dose. Il ne faut pas continuer à donner la même dose parce que tôt ou tard, vous allez vous retrouver aux urgences. Avec caninsulin ou Prosin, en général, ce qu'on dit, c'est que quand vous faites votre mesure pré-injection, si elle est sous 200 mg par décilitre, en général, vous n'allez pas injecter. Et puis, alors justement, la glucotoxicité, ça, j'en ai pas tellement parlé, mais c'est un cercle vicieux, si vous voulez. Quand vous avez trop de sucre dans le sang, ça empêche aussi l'insuline de marcher. Donc, vous avez vraiment tout plein de choses qui bloquent. Et souvent, il faut pas mal monter la dose d'insuline. Et puis, il y a un moment où ça casse, ça donne le tour, la glucotoxicité, elle est cassée, le cercle vicieux, il est cassé. Et tout d'un coup, pouf, il faut baisser la dose beaucoup. Mais il faut l'avoir montée d'abord. Donc ça, il faut faire attention. Ça peut être un peu surprenant. Alors, oui, un petit mot sur ce qu'on a. Donc les valeurs euglycémiques, hein, donc c'est les valeurs glycémiques normales, les valeurs d'un chat non diabétique. Quand un chat, donc les valeurs vertes dans les tableaux que je vous ai montrés, quand un chat il commence à être dans ces valeurs pour la première fois, souvent il est fatigué ou abattu. Donc souvent on s'inquiète, on se dit mon Dieu, qu'est-ce qu'il a un chat, pourquoi il est tout fatigué et abattu? Et puis il perd l'appétit parce qu'il n'est plus en train de crever de faim. Son organisme il marche enfin de nouveau bien, donc il perd l'appétit. Donc on a un chat qui ne mange plus, puis qui est fatigué et on s'inquiète. Mais en fait c'est normal, tant que ce n'est pas une hypoglycémie. Et le problème, c'est qu'un chat qui est dans des valeurs très hautes et qui va très mal, il va aussi être abattu et il va aussi pas manger. Donc il faut un glucomètre pour pouvoir faire la différence entre les deux. Sinon, on est cuit. Alors, petit kit de sécurité, ça je passe dessus parce que j'ai pas le temps. Alors, les deux urgences, vous avez l'hypoglycémie et l'acidocétose. Donc, ce qu'il faut savoir, je dirais le plus important pour une hypoglycémie, c'est, ce qu'on entend des fois, c'est si le chat il fait une hypoglycémie puis qu'il a de la nourriture à disposition, il va aller manger. Souvent le cas, pas toujours. Donc, on ne peut pas compter là-dessus. Donc, il faut intervenir souvent avec du miel, du sucre, du NutriPlus gel, de l'AD, des croquettes, voilà. Et les symptômes d'une hypoglycémie, ben souvent c'est le chat il est désorienté, il vomit, après il tombe dans le coma. Okay. Ça peut se gérer à la maison si vous avez un maître qui a un glucomètre et puis qui a les instructions pour gérer ça, ça peut se gérer tout aussi bien à la maison qu'en cabinet. Par contre, c'est clair que si on a affaire à un maître qui est peu expérimenté, qui est paniqué, qui n'a pas le matériel, il vaut mieux hospitaliser le chat, le mettre sous perfusion et puis lui donner du glucose comme ça. Les corps cétoniques, alors on a un peu la recette, la recette pas miracle, mais la recette catastrophique pour l'acidocétose, c'est en gros, vous donnez pas assez d'insuline au chat, il mange pas assez, puis il a une petite infection, ou il est malade, ou il y a un autre truc, ben ça, très souvent, c'est ça la recette pour avoir des productions de corps cétoniques et partir en acidocétose. Et ça vraiment, c'est le genre de, si on trouve des corps cétoniques dans l'urine, il faut faire hospitaliser le chat. Et puis il faut le mettre sous perf, glucose plus insuline. Alors, après, on a aussi le problème, moi j'ai vu ça sur le groupe de vétérinaires de garde qui ne veulent pas prendre le chat. Donc là, si on est obligé de gérer nous-mêmes, il faut garder le chat et il faut lui donner de l'insuline. Et on a souvent un problème avec, alors, oui, donc des symptômes, perte d'appétit, vomi, apathie. Donc le chat qui vomit, qui est apathique, puis qui ne veut pas manger, on ne sait pas s'il fait une hypo, une acidocétose si on n'a pas de glucomètre. Et donc, même nous, on ne sait pas ce qu'il faut conseiller au maître. Donc, capital. Et un problème qu'on rencontre fréquemment, c'est des chats qui sont au début de traitement, qui sont mal régulés, et puis ils ne mangent pas, alors on saute l'injection. Puis après le soir, il ne mange pas non plus, on saute nouveau l'injection. Mais en fait, il ne mange pas parce qu'il n'a pas assez d'insuline, puis qu'il est en train de commencer à produire des corps cétoniques. Donc, faire très attention à ça, il faut vraiment, avec un chat mal régulé, vraiment essayer d'éviter de sauter les injections. Alors, désolée, je vais vite parce que j'ai beaucoup et puis je suis censée avoir fini. Alors, le problème de ces urgences, ben justement, comme je vous ai dit, c'est que un chat qui perd l'appétit et qui vomit, on ne sait pas de quel côté il est son problème. On ne sait pas s'il faut le bourrer de miel ou le bourrer d'insuline. Donc, c'est vraiment important d'avoir un glucomètre ou au moins des bandelettes urinaires. Les bandelettes urinaires, franchement, pour moi, il n'y a pas d'excuse. Tout le monde qui a un chat diabétique devrait avoir des bandelettes urinaires. Parce après, on va planter dans le pipi, on voit est-ce qu'il y a des corps cétoniques, est-ce qu'il y a du sucre, au moins on a une idée de ce qu'on est en train de gérer comme catastrophe. Alors, je vais parler un peu de l'alimentation, mais pas beaucoup. Il y a beaucoup d'obsessions autour de l'alimentation. Mais
en fait, ce qui est important quand on gère le diabète, c'est l'insuline. C'est le truc le plus important à mettre en place. Après, l'alimentation, elle va jouer son rôle, surtout si ce qu'on cherche, c'est une rémission. On va donner une alimentation faible en glucides, riche en protéines. Notez que tous les glucides ne se valent pas. Hein. Sur les paquets de nourriture, les glucides ne sont pas marqués parce que les glucides, ils sont toujours déduits, jamais mesurés. Donc, on doit toujours calculer les glucides. Et pour les marques vétérinaires, on n'a en général passablement d'informations pour nous permettre d'évaluer l'aliment. Les marques non vétérinaires, on manque souvent d'informations et donc on a un taux de glucides, mais on ne sait pas du tout de quoi ils sont faits ces glucides. Donc, voilà, c'est pas évident. Il y a beaucoup de querelles de clochers et de guerres religieuses autour de l'alimentation féline. Enfin, je pense que si vous êtes dans les chats, vous savez. Mais un chat diabétique, il peut manger des croquettes, il peut manger des rations ménagères, il peut manger des pâtés. Tout fonctionne. Il y a dans les aliments thérapeutiques, il y a des gammes diabétiques. Ok, donc elles sont plus ou moins bien. Enfin voilà. Ce qui est important, c'est que le chat, il mange l'aliment puis qu'il le tolère. Ça ne sert à rien d'essayer de donner le meilleur aliment du monde pour le diabète à un chat qui refuse de le manger, ou bien qui, comme ça m'est arrivé, vous réveille à 4 heures du matin avec une patte pleine de diarrhée dans la figure parce que ça lui donne la chichi. Voilà. Alors, la rémission, elle peut arriver même avec un aliment peu adapté. On a des chats, ça arrive. Mon chat, il a fait une rémission avec des croquettes rénales puis un peu de pâté, quoi. Alors, ça arrive, j'ai eu de la chance. Hein. Je ne vais pas dire que ça va marcher pour tout autre chat, mais c'est juste pour dire qu'il ne faut pas se rendre malade avec ces histoires de nourriture. Et ce qu'on remarque quand même dans le groupe diabète félin, c'est que de passer, quand tout le reste va bien, de passer à une pâtée très faible en glucides, ça peut être le coup de grâce qui mène à la rémission. Alors, on a un exemple ici. J'en ai deux exemples. Voilà, donc ici, vous avez un chat, 3,75 unités d'insuline. Vous voyez, il y a quand même pas mal de roses, de rouge. Alors, il n'y a pas beaucoup de mesures intermédiaires. Elle change d'alimentation, puis elle passe à de la pâtée relativement faible en glucides. Et hop, en 2 semaines, le chat il est en rémission. Alors que ça faisait un moment qu'elle plafonnait. Donc, quand on plafonne, ça peut valoir le coup de faire un changement alimentaire, toujours avec une transition alimentaire, hein, jamais changer du jour au lendemain. Voilà. Ici, on a un autre exemple. Ici, alors il y a eu, vous voyez, tout ce noir. Alors bon, on n'a que les mesures pré-injection, mais on est au caninsulin au début. Donc des valeurs noires, je trouve que ça descend un peu au milieu. Elle change d'alimentation ici. Donc on voit déjà que ça devient rouge au lieu de noir. On commence à avoir des jolies valeurs au milieu. Et puis là, elle passe à l'antus et en 1 semaine, le chat il est en rémission. Ok, donc ça peut être le coup de grâce. Voilà. Alors, les bonnes pratiques pour l'alimentation, c'est de donner la même quantité de nourriture pour l'injection du matin que pour l'injection du soir. Des fois, j'ai l'impression que les gens pensent que les chats ils sont pas diabétiques la nuit, parce que ils font les mesures pendant la journée, ils donnent à manger pour la journée, puis la nuit, bon, on fait l'injection du soir, puis après on va se coucher, et puis le chat il mange pas. Donc non. Alors, il faut diviser la ration quotidienne en 2, et puis on donne la moitié avec une injection, la moitié avec l'autre. Alors on peut tout donner lors de l'injection, si on a un chat qui a l'habitude de faire 2 repas par jour, mais vous savez probablement qu'un chat c'est plutôt 10 à 15 repas par jour, donc on peut très bien fractionner. Je prends la moitié de ma ration, je la sépare en 3 ou en 4, il y a des gamelles avec des chronos, machin truc chose, voilà. Donc on peut utiliser ça, puis mais ce qui est important c'est de faire la même chose le jour, enfin entre l'injection du matin, l'injection du soir, et l'injection du soir, l'injection du matin. Donc s'il mange 40 grammes de croquettes entre le matin et le soir, il faut qu'il mange aussi 40 entre le soir et le matin. Idéalement, on retire l'aliment 2 heures avant la mesure pré-injection pour éviter qu'il ait mangé genre 1 demi-heure avant puis qu'il ait une glycémie élevée à cause de ça, mais idéalement. Et puis, vraiment, la recommandation que j'ai envie de faire, c'est pas tout changer en même temps. L'insuline, c'est plus important que la nourriture. Donc, parce que si vous êtes un maître de chat diabétique qui vient de recevoir un diagnostic, puis qu'on vous dit « Ah, il faut changer la nourriture, il faut changer la façon dont on est réparti, il faut commencer à faire des tests de glycémie à la maison, puis acheter des bandelettes urinaires, et puis faire des injections d'insuline », le pauvre maître, il ne sait plus comment il s'appelle. Donc, le truc le plus important, c'est l'insuline. Commencer l'insuline. Et puis ensuite, des tests, le suivi, puis ensuite, il faut se poser la question de l'alimentation. Alors, j'arrive à mon dernier petit chapitre. Comment soutenir un maître de chat diabétique au moment du diagnostic? Alors, je réfléchis un petit peu. Je dis, ok, qu'est-ce que moi j'aurais eu envie qu'on me dise quand j'ai reçu le diagnostic du diabète de mon chat?
Hein? Donc, qu'est-ce qu'un maître du chat diabète? Et puis aussi, de ce que je vois dans le groupe diabète félin, les gens, ils ont besoin de quoi? Souvent, ils arrivent, ils sont tout paniqués, ils pensent que leur chat est en train de mourir, enfin voilà. Donc, quoi dire à un maître de chat diabétique qui vient de recevoir le diagnostic? Alors, moi, j'ai envie de lui dire que son chat, il va survivre, hein, qu'il peut avoir une qualité de vie correcte, hein, et que le diabète félin, c'est une maladie qui se traite bien. Ok? Ça ne veut pas dire que tout est parfait, mais c'est pas un arrêt de mort, c'est pas un cancer, c'est quelque chose qui se soigne, et puis on peut avoir une bonne qualité de vie avec. Avec une bonne prise en charge rapidement après le diagnostic, la rémission elle est possible. Souvent les gens ils ne savent pas ça. Ils pensent que la rémission c'est un truc qui arrive jamais. Souvent il y a les vétérinaires qui disent la rémission c'est très rare. Alors, effectivement avec un insuline et pas de suivi de glycémie à domicile c'est rare. Mais si on donne l'antus, l'Evemir ou l'Evemir et qu'on met en place un suivi de glycémie à domicile ou qu'on met un capteur de glycémie, là, la rémission devient vraiment un objectif atteignable. Atteignable ne veut pas dire garanti. Ok? Et ça, quand même, c'est dire, ok, je vais essayer de mettre le paquet pendant quelques mois, puis on va voir. Après, s'il n'y a pas de rémission, on cherche un modus vivendi peut-être plus vivable, mais des fois, ça peut valoir le coup de mettre le paquet quelques mois. Dire aussi qu'un chat bien régulé, il peut sauter une injection, ou même quelques injections de temps en temps, j'en ai pour 3-4 minutes. Quand vous avez un chat qui est mal régulé et que vous sautez une injection, ça peut avoir des conséquences assez négatives. Par contre, si vous avez un chat qui se balade dans du vert tout le temps, donc dans de bonnes valeurs, puis vous sautez une fois une injection parce que vous avez une soirée, puis vous ne pouvez pas rentrer à temps pour l'insuline, c'est pas grave, il va s'en remettre. On peut aussi faire ce qu'on appelle des cycles de 18 heures, c'est-à-dire que si j'injecte à 6 heures du matin puis à 6 heures du soir, puis qu'en fait à 6 heures du soir je ne peux pas, à la place d'injecter à 6 heures du soir, j'injecte à minuit quand je rentre, puis je saute l'injection du lendemain matin. Comme ça, je répartis un peu le manque d'insuline. Et ça, franchement, ça peut vraiment sauver la vie sociale de quelqu'un, la possibilité de faire ça. Et ça limite beaucoup les dégâts de l'injection sautée. Ensuite, je pense que c'est important de dire au maître de chat diabétique que la surveillance à domicile, elle est importante, hein, qu'elle peut sauver la vie du chat, que les gestes médicaux qui peuvent faire peur au début des injections, tests de glycémie, c'est des choses qu'on peut apprendre à apprivoiser. Et puis on a des gens qui étaient phobiques des seringues sur le groupe diabète félin, et puis maintenant ils font leurs injections sans sourciller maintenant. Donc voilà, c'est des choses qui peuvent s'apprivoiser et se dépasser. Et puis leur rappeler qu'agir vite c'est important, mais qu'on va y aller étape par étape. Il n'y a pas besoin de tout faire en même temps. Il ne faut pas s'endormir et attendre 3 semaines sans rien faire, mais on peut y aller étape par étape. Alors, ce qui est important, c'est de se souvenir que chaque chat est différent et chaque maître aussi. Donc, dans ce qu'on va proposer comme prise en charge, c'est important de tenir compte des spécificités du maître, du chat et du contexte. Voir comment le maître il prend le diagnostic et quelle est son attitude. Vous avez des gens, vous leur dites votre chat est diabétique, c'est panique à bord, et il leur faut 1 semaine pour refaire surface. Puis on a d'autres, vous leur dites mon chat est diabétique, votre chat est diabétique, puis ils disent ok, je commence les injections d'insuline demain alors. Donc voilà, tout le monde ne réagit pas à la même chose et il faut en tenir compte. Trouver un équilibre entre les besoins thérapeutiques, hein, donc ce qui serait optimal pour soigner le diabète, et puis ce que le soignant est capable de faire. Hein. Trouver le bon rythme, hein. Peut-être ce serait optimal de donner l'antus, de faire beaucoup de tests de glycémie à la maison, de ne pas dormir la nuit, mais on a besoin de dormir la nuit. Donc voilà, donc il faut chercher un modus vivendi, montrer et entraîner les gestes avec le soignant. Nous, on voit arriver des personnes sur le groupe à qui on a à peine montré comment faire une injection. Ça, je crois que c'est quand même important. C'est des gestes que quand on sait les faire, c'est banal de faire une injection, un test de glycémie. Mais quand on l'a jamais fait, ça vaut la peine, surtout avec quelqu'un qui n'a pas l'habitude de faire des gestes médicaux puis qui a un peu peur, de prendre le temps de bien montrer comment faire ça. Être dans une logique de partenariat. En autonomisant le soignant, on va pouvoir optimiser la prise en charge. C'est pas au cabinet qu'on va guérir le diabète, c'est à la maison. Okay, donc le partenariat avec le soignant, il est hyper important. Proposer la prise en charge la plus efficace possible, donc dans le choix de l'insuline, dans le suivi à domicile. Donc c'est vrai qu'un chat qui vient d'être diagnostiqué, si on lui donne l'antus et un capteur de glycémie, il a déjà beaucoup de chance de son côté. Et si on lui donne si on lui donne qu'un insulin et puis on dit à dans 1 mois,
eh ben, c'est clair que la prise en charge, elle va être moins bonne. Donc, proposer la prise en charge la plus efficace qu'on connaisse et puis qui soit adaptée à la situation. Puis, vraiment expliquer clairement les deux risques, hein, l'hypoglycémie, l'acidocétose, comment les reconnaître et comment agir. Et pour terminer, je termine là-dessus. Le diabète félin, comme vous avez peut-être pu le deviner, ça implique souvent pour le maître beaucoup de choses à apprendre. Parce que c'est pas un truc simple. C'est pas un truc où faut donner tant d'insuline matin et soir et puis fermer les yeux, etc. Si on veut faire bien, et souvent les maîtres, ils ont envie de faire bien parce qu'ils ont envie du mieux pour leur chat, ils ont envie de sauver leur chat. Donc attention à la surcharge d'informations, surtout sous le choc du diagnostic. Hein. Vous avez quelqu'un qui est choqué, qui a peur de perdre son chat, qui ne sait pas comment il va pouvoir gérer ses soins. Donc y aller doucement, prendre le temps. Je crois qu'il y a un véritable intérêt pour cette maladie, pour des supports pédagogiques, des fiches, des choses comme ça. Ça, c'est des choses qu'on aimerait faire dans le groupe diabète félin, mais je n'ai pas encore eu le temps. Et puis, vraiment, je terminerai là-dessus, l'intérêt des groupes de soutien. Alors, c'est pas juste pour faire de la pub au groupe diabète félin, mais c'est une maladie qui est vraiment assez prenante au quotidien. Et puis, l'intérêt du groupe de soutien, c'est que ça permet un accompagnement quotidien du maître ou du soignant, en plus du soutien moral, que le vétérinaire ou le cabinet ne peut pas offrir. Je crois que si vous avez même 3 ou 4 chats diabétiques dans un cabinet vétérinaire, le cabinet, il ne peut pas être là tous les jours pour suivre le maître pas à pas. Tandis qu'un groupe de soutien en ligne, il peut faire ça. Voilà. Alors, je vous remercie énormément pour votre attention. Si le diabète félin vous intéresse, rendez-vous sur diabète-félin.com. Alors, il n'y a pas beaucoup d'informations sur le site parce qu'il est encore un peu brinque-ballant, mais vous y trouverez le lien vers le groupe Facebook. Vous trouverez un certain nombre des documents. On a énormément de documentation dans le groupe Facebook. Et puis, vous pouvez me retrouver au petit stand où j'ai 2-3 petits trucs que je peux vous montrer, quelques articles, et puis je peux vous faire des cours de rattrapage s'il y a des choses qui vous intéressent que vous n'aviez pas compris.